Bonsoir à tous et à tous. Alors le travail à l'heure de l'Anthropocène, travailler plus, travailler moins, travailler mieux, c'est le thème de notre conférence maintenant, que je vais introduire. Alors le compromis fordiste reposait sur une étroite corrélation entre la croissance, l'emploi et l'amélioration des conditions de vie matérielles permises par l'invention d'une propriété sociale, qu'on peut définir comme le fait de mettre à disposition de tout citoyen des ressources d'un type particulier qui n'est pas la possession directe d'un patrimoine privé, mais un droit d'accès à des biens et services collectifs qui ont une finalité sociale, comme la protection sociale, le logement social ou les services publics. Le corollaire de ce compromis fordiste, plus ou moins explicite, était l'acceptation de conditions de travail tayloriennes fondées sur une hiérarchie stricte, une absence complète d'autonomie au travail et de sens du travail conçu comme prescrit. Ce compromis est révolu. D'une part, car les conditions macroéconomiques sont rompues, les conditions macroéconomiques de ce compromis sont rompues, et d'autre part, parce que l'insoutenabilité écologique de la croissance fordiste est un fait scientifiquement acté. On ne peut plus conditionner l'amélioration du sort des travailleurs à la simple hausse de la productivité, de la croissance et de l'emploi. Et il n'est pas davantage possible de traiter la question de la souffrance au travail en promettant simplement de réduire le temps de travail, car sans gain de productivité, ce sera compliqué. L'objet de cette table ronde est donc d'ouvrir la boîte noire, celle du travail et du travail. Alors on pourra rediscuter des définitions et contours, mais a priori on part sur l'idée du travail au sens de travail dans le monde marchand. Autour de ces questions, que faut-il reconquérir dans l'acte de travail pour qu'il soit en lui-même porteur de sens, émancipateur et objet de réflexion commune? Comment adapter notre manière d'agir et donc de travailler en temps d'anthropocène? Pour en parler, nous sommes en compagnie de trois intervenants-intervenantes. Maëlys Zigbigi, maîtresse de conférences en sociologie au CNAM, Thomas Coutreau, chercheur associé à l'IRES, et Pierre-Noël Giraud, professeur d'économie au Mines ParisTech. Oui, Thomas Coutreau n'est plus à la DARES. Et avant qu'on commence, j'ai deux informations. Alors, deux choses. Vous pouvez poser des questions par SMS. Voilà, au numéro qui s'affiche, donc le 07 67 67 98 41, qui s'afficheront sur une tablette et que du coup je pourrai relayer pendant la conférence. Vous pouvez poser ces questions tout au long des interventions. Et la deuxième chose qu'on vous propose, c'est la participation à un sondage à partir d'une application développée par des étudiants de Sciences Po Lille. C'est une application de Civic Tech, ce qu'on appelle la Civic Tech, destinée à rapprocher les citoyens de la décision politique et notamment parlementaire. Et là, en l'occurrence pour la conférence, la proposition, c'est de répondre à la question « Souhaitez-vous que le temps moyen de travail continue à diminuer et le temps libre à augmenter ?» Pour télécharger l'application, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran derrière moi et répondre à la question pendant tout le temps des interventions. On donnera... mon idée, c'est de donner les réponses une fois que les interventions seront terminées. Mais voilà, pour commencer, je vous donne tout de suite la parole, Maëlys Zigbigi, sur cette question. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation. Donc, moi, je voudrais introduire cette conférence en évoquant la question des conditions de travail aujourd'hui. Et donc, je voulais commencer en rappelant quelques chiffres qui nous indiquent qu'il est un petit peu difficile de parler de grandes démissions aujourd'hui. Donc, c'est un thème qui a eu un certain écho médiatique et qui pourtant est assez contesté par les chiffres, puisque le taux d'emploi fin 2022 a atteint son plus haut niveau jamais mesuré, avec près de 70% des 15-64 ans en emploi. Alors la question que je voudrais poser ici, c'est est-ce que finalement ce taux d'emploi il reflète une acceptation des conditions de travail ? C'est une question un petit peu rhétorique parce que moi je voudrais vous montrer quelques indices qui pointent plutôt en direction d'un refus des conditions de travail. Et donc je voudrais dans un premier temps revenir sur un petit peu quel est l'état des conditions de travail aujourd'hui en France, et puis dans un deuxième temps
montré qu'une des stratégies utilisées par les travailleurs-travailleuses pour faire avec leurs conditions de travail, c'est tout simplement de changer d'emploi pour améliorer leurs conditions de travail. Alors, dans un petit travail que nous avons réalisé avec Dominique Béda à partir de l'enquête européenne sur les conditions de travail, donc une enquête qui interroge des travailleurs-travailleuses dans différents pays européens à propos de leurs conditions de travail, nous avons pu montrer la situation particulièrement dégradée en France des conditions de travail, en la comparant notamment avec des pays qui sont bien souvent des sources d'inspiration pour la fabrication des politiques publiques. Donc on a retenu les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne. Et donc si on regarde la situation de la France par rapport à ces pays, on constate que l'exposition aux facteurs de pénibilité est plus importante, pénibilité physique est plus importante en France. Donc pénibilité physique notamment du côté des postures douloureuses, du port de charges lourdes, des mouvements répétitifs et aussi de l'exposition à des produits toxiques. Et que la situation n'est pas meilleure au plan des facteurs de risque psychosociaux, avec par exemple plus de la moitié des enquêtés qui déclarent travailler dans des délais très stricts ou très courts. Donc finalement, ce qu'on a trouvé, c'est que ces expositions, elles dressait un petit peu le portrait de contexte organisationnel de travail dans lesquels les contraintes sont plus importantes que les ressources. Et alors, comment font les travailleurs-travailleuses en France pour y faire face ? Eh bien, finalement, ils puissent davantage dans leurs ressources individuelles que dans les ressources collectives, puisque quand on regarde la question qui leur est posée à propos du soutien qu'ils peuvent avoir ces travailleurs-travailleuses de la part de leurs collègues, on a des chiffres qui sont plus faibles qu'ailleurs, par exemple au Danemark. Donc on a 36,7% des enquêtés qui déclarent que leurs collègues les aident et les soutiennent, contre plus de la moitié au Danemark. Alors de la même manière, les enquêtés en France déclarent beaucoup moins souvent qu'ailleurs être consultés ou même informés en fait, des changements importants qui concernent leur travail. Et donc, en définitive, le travail semble assez peu aux enquêtés être une source de construction de leur santé. C'est comme ça qu'on pourrait percevoir le travail, comme une activité qui permet de construire sa santé. Pour les enquêtés, c'est pas trop le cas, puisqu'ils sont 39% à déclarer qu'ils estiment que leur santé est menacée par leur activité professionnelle. C'est beaucoup quand même, cette proportion. Alors, on trouve des atteintes déclarées beaucoup du côté des atteintes physiques, donc mal de dos, douleur dans les membres inférieurs ou supérieurs. Et là où la France est championne, c'est du côté des atteintes psychiques et notamment de l'anxiété, puisqu'on a en France donc 49%, c'est-à-dire quand même près de la moitié, des enquêtés qui déclarent avoir souffert d'anxiété au cours des 12 derniers mois, contre 30% en moyenne dans l'Union européenne et seulement 7,6% au Danemark. Donc un chiffre qui est du coup très très faible. Alors, donc, dans l'introduction, on a évoqué le compromis fordiste avec cette thèse, finalement, que pendant un moment un petit peu historique de croissance, donc on aurait une stabilité, en fait, économique qui s'explique par une adéquation entre les régimes d'accumulation et les modes de régulation par les institutions. Et disons, en gros, il y a eu des thèses, par exemple celle de Bruno Trentin, qui a été très médiatisée et qui est beaucoup reprise, en fait, par les sociologues du travail en France, donc dans son livre « La cité du travail », qui nous explique que on se serait accommodé, enfin les acteurs de la critique sociale se seraient accommodés des mauvaises conditions de travail, liées notamment aux organisations très taylorisées, au nom de la dignité sociale et de l'intégration économique que procurait le travail à ce moment-là. Alors, cette thèse du compromis fordiste, elle est un petit peu à nuancer dans le sens où tous les travaux qui portent sur le syndicalisme ont aussi montré que même dans cette période dite du compromis fordiste, donc années 50 à 70, les syndicats se sont beaucoup mobilisés pour essayer d'améliorer les conditions de travail, y compris sur les questions de souffrance au travail, puisqu'on pense souvent que c'est des questions qui sont nouvelles, qui sont arrivées notamment avec les vagues de suicide chez France Télécom et Renault. En fin de compte, les syndicats s'étaient aussi préoccupés de cette question de manière peut-être plus discrète, mais néanmoins réelle plus tôt.
En tout cas, à partir donc, du premier choc pétrolier, ce compromis fordiste, il peine à tenir ses promesses puisque la croissance ralentit. Et puis, on a des crises économiques le développement du chômage, ce qui introduit une forme de compétition entre les salariés pour les postes et qui obère un petit peu leur capacité de négociation. Pardon. Et d'autre part, donc l'amélioration, parce qu'il y avait aussi ça au fond de la thèse de Trentin, par exemple, on avait l'idée que le progrès technique permettrait d'améliorer les conditions de travail, et ce n'est pas ce qu'on constate, et au contraire, à partir du milieu des années 80, on a, si on se fie aux enquêtes conditions de travail, une intensification du travail, intensification qui consiste en fait à accumuler un ensemble de contraintes sur les mêmes activités. Donc des contraintes par exemple dites industrielles, plutôt de rythme, et des contraintes marchandes. Donc il faut s'adapter à une demande qui fluctue, qui change. Voilà. Et ces contraintes pèsent en même temps sur les mêmes activités et sur un nombre de plus en plus grand d'activités. Alors, pour faire avec ces conditions de travail dégradées, les travailleurs, travailleuses restent aussi dans leur emploi. Et donc, dans ce cas-là, la littérature a bien documenté, par exemple, la psychodynamique du travail a parlé de l'auto-accélération, hein, qui est une manière finalement d'aller encore plus vite que ce qu'on nous demande pour pouvoir reprendre la main sur le rythme de travail. C'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui dans les usines à colis qui ont été bien décrites par David Gaboriau, où finalement, donc les opérateurs qui travaillent sous commande vocale vont encore plus vite que ce que la commande vocale leur dit de faire pour faire les plus belles palettes, aller plus vite et finalement se réapproprier leur travail. Et si on prend un exemple dans un domaine complètement différent, une catégorie socio-professionnelle différente, celle des cadres, on a aussi je pense aussi à d'autres collègues, là, Guillaume Tiffon, Lucie Goussard, qui ont travaillé sur les ingénieurs d'un service de R&D et qui, eux, ont montré finalement que pour retrouver du sens à leur travail, sens qu'ils perdaient parce qu'ils avaient trop de choses à faire, qu'ils ne pouvaient pas faire leur vrai boulot au cours de la journée, ils se remettaient à travailler le soir, donc en débordement, pour pouvoir faire un travail qui avait du sens pour eux. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Pas trop, quelques minutes. Donc quelques minutes pour développer une idée finalement assez simple, hein, c'est que l'autre façon de faire avec ces conditions de travail, c'est d'essayer de s'en défaire et donc de changer d'emploi. Et donc, je voudrais rappeler quelques résultats d'enquêtes qui sont d'ailleurs toujours des enquêtes menées à partir des enquêtes toujours de la DARES, les enquêtes conditions de travail, et qui ont été en partie menées par mon voisin tout à fait à gauche, Thomas Coutreau, et donc des travaux qui montrent de différentes manières que les conditions de travail sont un bon prédicteur du changement d'emploi ou, à l'inverse, que les gens dont les conditions de travail s'améliorent le plus sont ceux qui ont changé d'emploi. Voilà, donc on a en comparant en fait en regardant les trajectoires des salariés entre 2013 et 2016, on arrive à voir ces deux choses-là, c'est-à-dire que les salariés qui éprouvent le plus de perte de sens au travail, de dégradation de leurs conditions de travail, sont ceux qui vont le plus changer d'emploi. À l'inverse, si on regarde donc entre 2013 et 2016, quels sont ceux qui ont connu l'amélioration de leurs conditions de travail la plus significative, on constate que c'est ceux qui ont changé d'emploi. Donc finalement, ce que ça indique, c'est qu'on a une difficulté à améliorer les conditions de travail, à moins d'en changer. Mais en restant au sein de l'organisation, ça paraît plus difficile. Je voudrais également... plutôt que de développer accumuler ces exemples, regarder aussi les choses du côté du désir de changement d'emploi, ce qui est important aussi parce que la capacité à changer d'emploi est assez inégalement répartie socialement. On n'a pas tous les mêmes ressources pour changer d'emploi, on n'a pas tous le même niveau de qualification, on ne travaille pas tous dans des secteurs où il y a des opportunités d'emploi, mais du coup c'est pour ça que c'est intéressant de regarder aussi si on a envie de changer, même si on ne le fait pas effectivement. Et donc là, je voulais rapporter les travaux du CEREC, hein, donc, avec leur enquête défi, où ils ont montré qu'en 2015, un tiers des salariés souhaitaient changer d'emploi. Alors pour différentes raisons selon les catégories socio-professionnelles. Les travailleurs les moins qualifiés, qui sont par ailleurs ceux qui sont les plus nombreux à vouloir changer d'emploi, donc 39%. J'ai complètement oublié bah voilà, c'est super, c'est passé quand même. J'avais complètement oublié mon PowerPoint.
Donc ces travailleurs les moins qualifiés, eux, vont vouloir changer d'emploi principalement pour sécuriser leur emploi. Donc quand ils sentent qu'il va y avoir, enfin ils sont au courant qu'il va y avoir un plan social, ils vont essayer de devancer le licenciement et de partir avant. Si on regarde du coup les employés et les ouvriers un petit peu plus qualifiés, on a à nouveau ces désirs de sécurisation des parcours, mais aussi celui d'améliorer les conditions de travail, notamment quand celles-ci sont fortement taylorisées, ainsi que le souhait donc d'avoir une meilleure articulation des temps sociaux, donc de pouvoir plus facilement concilier les impératifs professionnels et personnels. Et puis les cadres, qui sont tout de même 29% à exprimer ce désir de changement, eux mettent davantage en avant les questions de sens du travail, mais on peut aussi considérer que les questions de sens du travail font partie des conditions de travail, c'est-à-dire est-ce que je m'épanouis dans mon travail, est-ce que ce que je fais a du sens, est-ce que je trouve que c'est utile, est-ce que je peux faire un travail de qualité. Voilà. Alors je voudrais, pour conclure en quelques mots, donc rappeler que j'ai montré donc 2 façons de faire avec ces conditions de travail. D'un côté, on essaye finalement, on intensifie encore plus son travail, on allonge les horaires et on va encore plus vite que la musique pour reprendre la main sur son activité. Une autre façon de faire, c'est de quitter son emploi. Une troisième voie consisterait à essayer de changer l'organisation du travail, donc par la voie, pour rendre son travail plus soutenable, par la voie par exemple de la négociation collective. On a vu à la sortie de la crise sanitaire que les employeurs qui se vivaient en situation de pénurie étaient aussi, dans les secteurs où il y avait des pénuries, ces employeurs étaient un petit peu plus enclins à améliorer les conditions de travail et d'emploi qu'ils offraient. Donc ça insiste un petit peu sur le rapport de force qui est nécessaire pour améliorer les conditions de travail et d'emploi. Et pour conclure, sur une note finalement pas très positive, je voudrais rappeler que la disparition des CHSCT au profit des CSE nous laisse penser finalement que la place des conditions de travail dans les négociations d'entreprise se réduit et donc on s'éloigne peut-être des moyens qu'on peut avoir pour améliorer les conditions de travail de l'intérieur. Voilà. Merci Maëlle Ezebiji. Alors, j'ai pas reçu de questions et du coup, je me demande si c'est un problème de la tablette ou si vous n'avez pas envoyé, enfin, si personne n'a posé de questions. Je sais pas si des gens ont posé des questions parce que je pense qu'en fait, le numéro ne s'affiche plus. Ah si. Alors, il y a une question. Alors oui, c'est par rapport à la comparaison que vous avez faite, il y a la question là-bas, c'est si on compare à d'autres pays européens qui sont réputés moins 10 ans en fait. Par exemple, l'Italie ou l'Espagne. J'ai plus les chiffres en tête, mais il y a un indicateur de composite là, de qualité du travail et finalement la France est vraiment en queue de peloton, donc elle n'est pas la dernière mais elle n'est pas non plus ouais, je sais plus, il faudrait que je regarde le tableau, mais de mémoire la situation de la France n'est vraiment pas très bonne, y compris en comparant à d'autres pays qui sont oui, peut-être on pourrait dire moins 10 ans. Ouais. Du coup, je vous passe la parole. Thomas Coutreau. Merci beaucoup, Céline. Donc moi, je vais prendre un peu la même question que Maëlle Ezig, mais sous un angle un tout petit peu différent. C'est sur la question, plus pour avancer vers la question des alternatives, des solutions. Je vais repartir du même constat, mais essayer d'aller vers des propositions. Et la proposition phare que je mets dans le débat, c'est le titre « Réduire sa durée pour soigner le travail ». Alors pourquoi je formule les choses comme ça ? Historiquement, le mouvement de réduction du temps de travail s'est accompagné d'une intensification du travail. Et alors l'exemple le plus flagrant, c'était les 35 heures en 98-2000, où dans beaucoup d'entreprises, certes le temps de travail a été réduit, mais pas les objectifs. Et du coup, il y a eu une intensification du travail et une accélération, disons, des maladies professionnelles, des accidents du travail. Donc on ne peut plus aujourd'hui concevoir la réduction du temps de travail de cette manière-là. Pourtant, il me semble qu'il faut continuer à parler de réduction du temps de travail, mais à condition de consacrer, en tout cas l'essentiel de cette réduction du temps de travail, à délibérer et discuter comment améliorer le travail. Donc, de mon point de vue, il ne s'agit pas de réduire la durée du travail pour augmenter le temps
hors travail, le temps de loisir, mais de réduire la durée du travail subordonné pour développer un temps de travail non subordonné au cours duquel les salariés pourraient discuter entre eux, entre elles, de comment améliorer leurs conditions de travail et proposer ces hypothèses aux managers qui seraient tenus de répondre. Donc ça, c'est un petit peu l'esprit de ma présentation, la proposition sur laquelle je voudrais chuter, mais pour la justifier, je m'appuie alors sur le bouquin que j'ai coécrit avec ma co-auteure Coralie Pérez, Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire, qui est sorti l'an dernier, et revenir un petit peu d'abord sur la question du sens du travail. Le travail, on le conçoit ici comme une activité de transformation, c'est pas l'emploi. L'emploi, c'est un cadre institutionnel dans lequel on développe une activité, mais là, on parle vraiment de l'activité de transformation, l'activité concrète, le travail concret. Et par ce travail, on va transformer le monde extérieur, le monde matériel, on va créer un bien, un service, on va donc avoir une utilité sociale dans ce qu'on fait, ou non. On va transformer aussi le monde social, on va créer des règles ou reproduire des règles éthiques, des règles professionnelles. Et donc là, notre travail va avoir du sens si il nous permet de travailler en accord avec nos valeurs, nos règles, notre éthique personnelle et professionnelle, ce qu'on appelle la cohérence éthique. Et puis, en travaillant, on se transforme soi-même et on peut apprendre, développer ses compétences, développer son intelligence, sa sensibilité, ou au contraire, les amputer. Et ça, c'est la question de la capacité de développement. Et donc, dans le travail, les personnes engagent leur subjectivité parce que c'est toujours un effort pour surmonter ce que les ergonomes appellent la résistance du réel. Et donc, le travail, c'est toujours difficile, ça se heurte toujours à des imprévus. Il faut déployer ce que Christophe Dejour, après Marx, appelle le travail vivant. C'est un point très important dans la réflexion, parce qu'aujourd'hui, les modes d'organisation du travail, j'y reviens tout de suite, sont plutôt de nature à amputer le travail vivant, la dimension vivante du travail. Alors, comment est-ce qu'on mesure le sens du travail? Parce qu'on s'est dit, alors à partir d'enquêtes qualitatives menées par Coralie Pérez, la question du sens du travail était apparue très fortement dans les discours des salariés qu'elle interrogeait. Et à la suite de ces enquêtes qualitatives, on s'est posé la question de mesurer statistiquement le sens du travail à partir de la définition théorique que je viens de présenter. Et donc, on a utilisé les questions de l'enquête conditions de travail française que Maëlle Hezig a évoquée tout à l'heure, avec 9 questions qui reflètent chacune des 3 dimensions. Donc, je ne reviens pas sur les questions en détail, on n'a pas le temps, mais on construit avec ces questions des indicateurs synthétiques de capacité de développement, de cohérence éthique et d'utilité sociale, et puis un indicateur global de sens du travail. Et puis on peut regarder comme ça, comparer les individus, les professions, les hommes et les femmes, selon le sens qu'ils trouvent ou qu'elles trouvent à leur travail. Alors, qui trouve du sens à son travail? On voit que le genre n'a pas d'importance en soi. Alors, les femmes trouvent un peu plus de sens à leur travail, mais c'est parce qu'elles ont des métiers plus souvent en contact avec le public ou des métiers du soin. Vous voyez là, c'est des caractéristiques du travail qui sont associées à un plus fort sens, notamment à un plus fort sentiment d'utilité sociale. De même pour les fonctionnaires. Mais dans ces métiers-là, il y a aussi des problèmes de cohérence éthique, c'est-à-dire de difficulté à être fier de ce qu'on fait, de difficulté à estimer qu'on peut faire un travail de bonne qualité. C'est ce que Yves Clos, par exemple, appelle le travail empêché. Les ouvriers trouvent plutôt moins de sens à leur travail, notamment dans la dimension capacité de développement, parce qu'ils sont très contraints par l'organisation du travail, ils ont peu d'autonomie, et puis ils trouvent parfois peu d'utilité sociale à leur travail, ils sont éloignés des destinataires finaux de leur travail. On trouve plus de sens dans les petites entreprises, et paradoxalement, quand on est peu diplômé, alors que les cadres trouvent aussi plus de sens à leur travail. Donc ça, c'est des jeux, disons, de corrélation statistique, toutes choses égales par ailleurs, qui montrent des phénomènes assez complexes. Les caractéristiques de l'organisation du travail sont essentielles pour comprendre ce phénomène de perte de sens du travail. C'est ce qu'on appelle le management par les chiffres. Le management par les chiffres, donc, c'est un style d'organisation et de contrôle du travail qui s'est développé dans les années 90-2000 avec la financiarisation de l'économie et, on peut dire, la mise sous tutelle du système productif par le système financier.
avec une exigence de rentabilité, de transparence et de reporting permanent imposé par la sphère financière à la sphère productive. Et du coup, nous avons des restructurations permanentes afin d'optimiser les rendements financiers, ou bien dans les services publics afin de réduire les dépenses publiques. Et nous avons le développement de politiques de sous-traitance, le développement de changements organisationnels permanents et le développement d'un travail indexé sur des objectifs chiffrés extrêmement rigoureux et exigeants. Et ces trois caractéristiques du management par les chiffres que nous pouvons mesurer dans les enquêtes sont toutes les trois fortement corrélées à une perte de sens du travail. Donc c'est un phénomène qu'on peut dater dans le temps et que les salariés interrogés dans le cadre des enquêtes qualitatives datent aussi assez précisément. Par exemple, beaucoup de salariés de PME familiales qui passent dans l'orbite d'un grand groupe voient l'organisation de leur travail complètement transformée et d'un travail où il y avait un peu de marge de discussion avec les supérieurs, des marges de négociation informelles, passe à un travail extrêmement prescrit, rigoureusement évalué et chiffré et qui ne leur laisse plus la possibilité de mettre du sens dans ce qu'ils ou elles font. Alors, les conséquences de cette perte de sens du travail, Maëlle Ziegler les a déjà évoquées, en tout cas pour l'une d'entre elles, c'est qu'on démissionne. Là, c'est un graphique qui montre la probabilité de démissionner entre deux enquêtes, 2013 et 2016, en fonction de la situation des salariés au début de la période, en 2013. Et on voit que les salariés qui trouvaient peu de sens à leur travail sont nettement plus nombreux, 22%, plus de 22%, à démissionner que la moyenne. Et c'est le principal facteur explicatif. Bon, il y en a d'autres, mais pas le salaire. Le salaire n'explique pas le sentiment d'être mal payé, ou même le niveau objectif de salaire n'explique pas la démission. Donc là, je rejoins tout à fait ce que disait Maëlle Ziegler sur le fait que la perte de sens du travail est un des moteurs majeurs aujourd'hui de la mobilité. Et ça s'est évidemment renforcé avec la crise sanitaire et le moment de réflexivité que nous avons tous eu sur l'intérêt et l'utilité de notre travail. Un deuxième résultat, on pourrait se dire, les gens qui trouvent peu de sens à leur travail, qui vivent par exemple de forts conflits éthiques dans leur travail, ils vont essayer de prendre la parole, par exemple de se syndiquer pour transformer la situation. Et donc là, on a regardé qui étaient les salariés qui se syndiquaient entre les deux enquêtes, 2013 et 2016. Et globalement, le fait de ne pas trouver de sens à son travail n'est pas un facteur qui favorise la syndicalisation. Vous voyez, il y a d'autres facteurs, le faible soutien des collègues, des supérieurs, l'insécurité socio-économique. Parmi les trois dimensions du sens du travail, il y en a une qui contribue à la démission, mais ce n'est pas les conflits éthiques qui sont aujourd'hui ou le manque d'utilité sociale qui sont aujourd'hui le plus fortement débattus. Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas changer d'emploi et qu'on ne se syndique pas ? Eh bien, c'est qu'on a un risque accru, considérablement accru, de troubles de santé, en particulier de santé psychique, et on a le même résultat pour le nombre de jours d'absence pour maladie. Et ce résultat, donc ça c'est la proportion de salariés qui entrent en dépression quand leur travail perd son sens entre deux enquêtes, en rouge, par rapport à la moyenne des salariés, en bleu. Vous voyez que pour toutes les catégories, le risque est multiplié par 2. Alors, par rapport à ce que disait Maëlle Ziegler, ça introduit une petite nuance, c'est que certes, les ouvriers trouvent moins de sens à leur travail, comme je l'ai dit et comme elle l'a dit, mais quand ce travail perd son sens, c'est tout aussi grave pour leur santé. Autrement dit, c'est un enjeu majeur de santé publique aujourd'hui pour l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Alors, voilà, j'en viens maintenant à la question de comment faire, quelles sont les pistes de sortie. Nos travaux nous amènent à considérer qu'il y en a essentiellement une, qui est de renforcer ou de restaurer, je ne sais pas comment dire, la démocratie au travail, en particulier la participation des salariés aux décisions qui les concernent, dont Maëlle Ziegler a montré à quel point elle était faible en France, y compris par rapport à la moyenne des autres pays européens. Les salariés en France sont très peu consultés sur les changements qui sont importants pour eux dans leur travail. Là, on a posé des questions dans l'enquête conditions de travail. Est-ce que vous avez connu un changement important dans votre travail au cours des 12 derniers mois ? Est-ce que vous avez été bien informé ? Et vous voyez, les gens qui n'ont pas été bien informés sur ce changement, le risque de ne pas trouver de sens à son travail, en rouge, là, est considérablement majoré. Si les gens ont été informés correctement, mais pas consultés, on a la barre orange.
qui est un peu moins dégradé, mais qui est quand même dégradé par rapport à une situation où il n'y a pas de changement dans le travail. Si on a été consulté, mais qu'on n'a pas pris notre avis en compte, là, on est en marron foncé, ça dégrade à nouveau la situation, et donc, il ne vaut mieux pas consulter les gens si c'est pour ne pas prendre leur avis en compte. Et enfin, en vert, on a les gens qui ont l'impression qu'on les a écoutés. C'est-à-dire qu'ils ont eu une influence sur la manière dont le changement a été décidé et mis en œuvre. Et là, c'est non seulement ils vont mieux, enfin, ils trouvent plus de sens à leur travail que les autres, et même ils trouvent plus de sens à leur travail que les salariés qui n'ont pas connu du tout le changement. Et on a le même résultat, je ne vais pas le détailler, pour la fixation des objectifs, quand on peut y participer à la décision sur les objectifs, eh bien, ils ne dégradent pas le sens du travail. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ça nous dit qu'aujourd'hui, on a identifié le fait qu'il y avait un problème majeur de démocratie au travail, en France en particulier. Alors, ça ne veut pas dire que c'est idéal dans les autres pays, mais en tout cas, en France, on a un problème absolument flagrant. Et donc, comment faire pour restaurer une capacité, un pouvoir d'agir des salariés sur leur travail ? C'est là que j'en viens à la question de la réduction du temps de travail subordonné. Donc aujourd'hui, il y a un débat dans les milieux du management, dans les milieux de la prévention des risques professionnels, dans les milieux des syndicaux, sur la nécessité d'inventer des formes de dialogue professionnel, des formes par lesquelles les salariés pourraient parler de leur travail, s'exprimer, donner leur avis qu'on ne leur demande pas aujourd'hui, et proposer des améliorations à l'organisation du travail. Ça fait consensus, alors parmi les préventeurs, parmi les milieux de la prévention, parmi les médecins du travail, les psychologues, etc., y compris dans certaines sphères du managérial. La question, c'est de savoir comment faire. Et donc, il y a des espaces de délibération, de discussion sur le travail, qui sont parfois développés dans les entreprises, comme l'étaient autrefois les cercles de qualité à l'issue, développés notamment après les lois Auroux de 1982. Le problème, c'est que si les salariés discutent de leur travail sous la tutelle du management, ça va pas être productif, ça ne va pas être émancipateur, parce que les discussions et les solutions qui vont être proposées seront, dans la plupart des cas, c'est ce qu'on a pu constater avec les cercles de qualité, indexées, disons, aux projets préétablis, préexistants des managers, et ne seront pas de véritables alternatives par rapport aux projets qui sont dans les tiroirs ou qui sont déjà appliqués. Donc il s'agit de dégager des espaces de délibération autonomes où les salariés pourraient se rencontrer entre eux. Ces espaces devraient être animés par des élus du personnel, mais des élus ancrés dans les collectifs de travail, donc des élus de proximité, dont Maël Hesig a rappelé qu'ils avaient été, alors les délégués du personnel ou les élus ou les CHSCT ont été supprimés en 2017 par les ordonnances travail. Donc il faudrait rétablir un système d'élection de délégués de proximité pour discuter et organiser cette discussion sur le travail. Vous pouvez rappeler CHSCT, l'acronyme, ce que c'est ? Le CHSCT, c'était Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, qui étaient des élus au comité d'entreprise qui se spécialisaient sur cette fonction-là. Mais là, ce que je propose, ce n'est pas de revenir au CHSCT, c'est vraiment d'élire directement des représentants chargés d'animer la délibération sur le travail au plus près des collectifs de travail. Et avec une obligation de réponse, il faudrait une loi qui instaure ce nouveau droit pour les salariés, cette réduction du temps de travail subordonné, et avec une obligation de réponse du management qui serait donc tenu d'apporter des réponses, oui ou non, la proposition que vous faites, elle est bien, elle n'est pas bien, je l'applique, je la mets. Alors, donc c'est pas l'autogestion, c'est même pas la cogestion, mais c'est la mise en responsabilité de l'employeur par rapport aux conséquences de ses décisions. Parce que si un employeur refuse de mettre en œuvre une proposition portée par les collectifs de travail et qu'une maladie professionnelle, un accident du travail surgit, qu'on peut impliquer, qu'on peut attribuer à la non-mise en œuvre dans la proposition faite par le collectif de travail, et là, du coup, la responsabilité civile et pénale de l'employeur est engagée, ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. Et donc, c'est un moyen, même si on reste dans la subordination, si on reste dans le rapport salarial capitaliste, c'est un moyen quand même de partager le pouvoir et d'obliger l'employeur à prendre en compte sérieusement les propositions des collectifs de travail. Merci de votre attention. Voilà. Merci beaucoup Thomas Coutreau. Alors, moi j'ai une question, après je vais relayer les questions de la salle. Sur la réduction du temps de travail subordonné, du coup, est-ce que ça voudrait dire
même augmenter le temps passé au travail pour parler des conditions de travail entre collègues, ou on reste dans le même volume de temps de travail, simplement on alloue différemment le temps entre temps productif, enfin directement productif, et temps de réflexion sur les conditions de travail? Alors c'est bien une réduction du temps de travail subordonné, c'est-à-dire le temps de travail pendant lequel vous êtes sous les ordres de votre employeur. Et donc c'est comme aujourd'hui, par exemple, les élus du personnel, ils ont des temps de délégation pendant lesquels ils n'obéissent pas aux ordres de leur employeur. Ils exercent leur fonction de représentation des salariés. Ils sortent de la subordination, ils sont toujours payés par l'employeur, mais ils sont plus subordonnés pendant ce temps de délégation, ce temps de représentation. Et bien là, il s'agit d'étendre ce droit à l'ensemble des salariés pour prendre, par exemple, une demi-journée par mois pour se réunir dans l'entreprise, dans les locaux, et discuter en l'absence de la hiérarchie. Donc c'est une réduction du temps de travail subordonné. On reste le même temps globalement dans l'entreprise, mais on passe une partie en échappant à la subordination. Alors, il y a plein d'autres questions. Notamment, alors, question que je vais préciser sur la signification du terme anthropocène, qui est utilisé dans le titre du débat. L'anthropocène, c'est en fait une façon de désigner ce que certains considèrent comme une nouvelle ère géologique dans laquelle on est entré, et dans laquelle, en fait, les activités humaines modifient de façon substantielle les conditions géophysiques, enfin le système Terre. Donc, en fait, c'est grosso modo une façon de parler du dérèglement climatique. Et c'est un terme qui est contesté. Par exemple, certains proposent la notion de capitalocène pour dire, ben non, c'est pas l'être humain qui modifie les conditions géophysiques, mais c'est le système de production dominant selon lequel on est organisé, le capitalisme, qui fait qu'on est dans cette nouvelle ère géologique. Je n'ai pas eu le temps d'aborder ce point-là dans ma présentation, mais dans les temps de délibération sur le travail, la question de l'impact du travail sur l'environnement et la question des finalités du travail sera à l'ordre du jour, puisque c'est aussi, on voit bien il y a un chapitre dans notre bouquin sur cette question-là. De plus en plus de salariés se posent la question de quel est l'impact environnemental de mon travail et comment est-ce que je peux l'améliorer. Donc ça serait un espace de discussion pour mettre à l'ordre du jour ces questions-là dans l'entreprise. Ok. Alors, une question qui est arrivée plus tardivement, mais c'était pour votre intervention, je pense, Maëlle Hésig, c'était sur le fait que les travailleurs ne changent pas tout le temps de travail. Enfin, je pense de revenir sur les obstacles, en fait, au changement d'emploi des travailleurs qui aspirent à un changement d'emploi. Oui, alors, je ne sais pas exactement quoi répondre, mais effectivement, c'est pour ça que je donnais des chiffres du désir de changement, puisque finalement, ce que je rappelais, les chances de pouvoir changer d'emploi sont assez inégalement réparties. Plus on a de ressources, plus il est, pas facile, mais disons, moins il est difficile de changer d'emploi. En tout cas de manière choisie et pas subie. Et donc, c'est pour ça que je rappelais que parmi les employés, les ouvriers non qualifiés, c'est chez eux qu'on trouve la proportion la plus grande de personnes qui déclarent vouloir changer d'emploi, peut-être parce qu'elles ont aussi le moins de chances de pouvoir le faire. Donc, il faut tout un tas de ressources. Notamment le diplôme, c'est quand même le diplôme qui protège beaucoup de la précarité de l'emploi, mais c'est pas non plus une garantie à 100%, mais ça protège quand même. Donc il faut aussi avoir les ressources personnelles, parfois financières. Il y a des dispositifs qui existent comme le bilan de compétences, par exemple, qui peuvent aider à construire ces parcours, mais les travaux, je pense par exemple aux travaux d'Aurélie Gonnet qui portent sur le bilan de compétences, elle montre dans sa thèse que finalement le bilan de compétences c'est aussi un moment qui est apprécié par les personnes qui ont recours à ce dispositif parce que c'est un moment pendant lequel ils peuvent souffler, pendant lequel ils sont écoutés sur leur souffrance au travail, quel que soit l'emploi qu'ils exercent. C'est évident que la perte de sens au travail ne fait pas souffrir que les cadres, et c'est même... ça fait beaucoup souffrir aussi les employés et les ouvriers non qualifiés, mais que ce bilan de compétences, il est aussi souvent un moment où on apprend à accepter notre destin professionnel et qui est beaucoup plus limité pour certains que pour d'autres. Donc je ne sais pas si c'est exactement ça la question, mais les horizons sont plus ou moins ouverts, effectivement.
Et est-ce qu'il y a une différence générationnelle dans le rapport au travail ? Alors ça, c'est la grande question à chaque fois avec les générations de toutes les lettres de l'alphabet. Est-ce qu'il y a une différence Bon, je ne suis pas vraiment une spécialiste de la jeunesse, mais ce que je rappelle quand même à chaque fois, c'est que quand on a tendance quand on parle des jeunes comme une génération de zappeurs qui changeraient d'emploi, comme ça, etc., je rappelle quand même que les temps d'insertion dans l'emploi stable sont de plus en plus longs pour les jeunes. Donc, zapper d'un stage non rémunéré, c'est pas la même chose que zapper d'un CDI à temps plein avec des bonnes conditions de travail et des perspectives d'évolution. Donc, je pense qu'il faut toujours regarder, quand on parle des jeunes, leurs conditions de travail et d'emploi, qui sont dégradé pour les jeunes, ça on peut le dire. Peut-être une chose qu'avaient montré les enquêtes européennes sur les enquêtes européennes sur le sens du travail, sur le rapport au travail, c'est peut-être un désir accru de meilleure articulation des temps sociaux qui concernent les jeunes, mais enfin aussi les moins jeunes, mais bon, qui est peut-être un effet plutôt là du coup de génération. Et donc par exemple, Dominique Méda et Patricia Vendramin avaient parlé d'un désir de polycentrage des existences. Donc l'idée que le travail ne serait plus le centre de la vie, mais qu'on pourrait avoir le désir de mieux articuler l'activité rémunérée avec le temps consacré à la famille, aux loisirs, aux activités associatives, politiques. Voilà, ça on peut peut-être le dire. Alors il y a d'autres questions sur le Covid auxquelles vous pouvez répondre tous les deux. À la fois, qu'est-ce que le Covid a changé ? Et puis, en fait, peut-être est-ce que le Covid a accéléré des tendances qui étaient déjà à l'œuvre et pourquoi, enfin, comment expliquer ces tendances, ou est-ce que ça marque plutôt une rupture ou une continuité ? Et est-ce que le télétravail aussi a changé quelque chose ? Pour une fois, c'est la fille qui parle tout le temps, donc j'en profite. Mais est-ce que le Covid a changé quelque chose ? Tous les travaux de collègues sociologues du travail qui ont regardé un petit peu les effets plus ou moins durables de la crise sanitaire ont plutôt parlé en fait de renforcement de tendances déjà existantes. Donc, par exemple, pour ce qui est de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, et ben finalement on voit que l'arrivée du télétravail, elle est plutôt de nature en fait à renforcer les inégalités de répartition entre hommes et femmes, à intensifier parallèlement à intensifier les journées de travail, donc intensification qui avait déjà cours avant la crise sanitaire. Donc nouveauté, je sais pas, plutôt renforcement des tendances. On a beaucoup parlé, et Thomas Coutreau en a parlé aussi, de l'idée qu'il y aurait eu un petit peu un moment de réflexivité pendant le Covid au regard, de réflexivité vis-à-vis de ses conditions de travail, de dire finalement c'est marrant parce que mon activité c'est pas une activité de première ligne, donc elle n'est pas considérée comme nécessaire alors que je gagne beaucoup d'argent et que j'y passe beaucoup de temps. Peut-être qu'il y a eu des moments de réflexion là-dessus, mais ça c'est plus difficile à mesurer, je pense. On peut quand même dire que les enquêtes conditions de travail qui ont été passées, ces enquêtes Trakov, les enquêtes de la DARES sur les conditions de travail pendant le Covid ont montré qu'il y avait eu des mouvements en fait par rapport du sens du travail, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des gens qui ont déclaré que le sens du travail se renforçait pour eux et l'autre qui en perdait. Donc il y a eu des modifications de ce côté-là. Je ne sais pas si les effets sont durables. Et pour terminer, j'arrête là, je rends le micro. Quelque chose qui est certainement nouveau, qui est nouveau, c'est l'irruption vraiment massive du télétravail. Ça, c'est un phénomène organisationnel qui est impressionnant. C'est un petit peu du jour au lendemain, plein d'activités qui étaient considérées comme non télétravaillables, où la question se posait à vrai dire même pas, le deviennent. On a de plus en plus d'accords sur le télétravail, beaucoup d'entreprises et d'administrations qui organisent le télétravail 2-3 jours par semaine. Donc ça, c'est quelque chose de durable, nouveau et dont les effets sont encore à observer. Merci. J'avance un peu dans les questions. Thomas Coutreau, que reste-t-il des lois Auroux ? Les lois Auroux, elles sont encore dans le Code du travail, mais elles ne sont plus appliquées. Et donc les lois Auroux, notamment la loi sur le droit d'expression, je rappelle juste ce que c'était en 82, donc une loi qui stipulait que les employeurs devaient accorder un droit d'expression sur leur travail aux salariés
et que ce droit devait être organisé par des accords d'entreprise. Et dans la plupart des accords d'entreprise, en fait, les groupes d'expression étaient animés par les managers. Et du coup, ils se sont assez vite transformés en cercles de qualité. C'est des techniques de management à la japonaise où les ouvriers, les employés sont appelés à faire des propositions, mais dans un cadre très, très normé par l'organisation existante du travail. Et finalement, ces espaces de discussion, ces cercles de qualité ont dépéri. Aujourd'hui, il y a encore des réunions de services, des réunions d'ateliers, mais qui n'ont plus ce caractère, disons, solennel qu'avaient un petit peu les groupes d'expression. Une question aussi pour vous sur le rôle des managers. Est-ce que vraiment les managers ne peuvent pas participer à l'animation du collectif de travail sur le sens du travail et les conditions de travail? Ça devrait être leur fonction. Malheureusement, il y a une véritable crise existentielle du management intermédiaire aujourd'hui, parce que la plupart des managers sont pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre une organisation du travail extrêmement descendante, imposée d'en haut avec tous ces process, je n'ai pas encore utilisé le mot, mais le mot est omniprésent dans les entreprises, les process et les procédures, les normes, les objectifs, le reporting. Donc, une obligation de suivre des process qui ne cessent de changer par ailleurs, puisque c'est un système où les changements organisationnels sont permanents pour convaincre les actionnaires qu'on est en train d'optimiser la performance en permanence. Du coup, les managers, ils sont pris dans cette mécanique, dans ce maelstrom de transformation auquel eux-mêmes ne comprennent pas grand-chose, en tout cas qui ne leur semble pas nécessairement justifié, et qui sont obligés de mettre en œuvre et dont ils sont obligés de convaincre leurs subordonnés qui sont absolument nécessaires, alors qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Donc on est dans cette situation de grave, de problème, je dirais quasiment existentiel du management intermédiaire, qui explique, entre parenthèses, la grande radicalité de la CFE-CGC pendant les mouvements contre les réformes des retraites, y compris celui de 2019 et celui de 2023, pardon. On a vraiment un encadrement intermédiaire qui est en train de renforcer, d'ailleurs, aussi avancer de la CFE-CGC dans les élections professionnelles. Là, à EDF, la CFE-CGC vient de passer première organisation syndicale de l'entreprise devant la CGT. Donc ça exprime vraiment un malaise très profond de l'encadrement intermédiaire. Et je pense que la proposition qu'on avance serait de nature à redonner du sens au travail des managers intermédiaires. Parce que, à partir du moment où ils peuvent s'appuyer sur des propositions qui viennent de leurs équipes de travail, qui sont donc fondées, ancrées dans le travail réel, qui sont donc des propositions de bon sens pour le collectif de travail, et qui sont chargés de porter ces propositions au management supérieur, ils ont du poids, ils ont des arguments, d'autant que la direction est obligée de répondre aux propositions. Et donc ça redonne un rôle d'intermédiation qu'ils ont perdu, d'intermédiation entre les collectifs de travail et le top management, qui serait de nature, à mon avis, à redonner du sens à leur travail. Je reviens sur le constat en reliant une autre question sur le lien entre le déficit de démocratie au travail et le taux très élevé d'accidents du travail et même parfois de décès au travail en France. Est-ce qu'on peut faire un lien ? Alors, en tout cas, sur les accidents mortels du travail, c'est difficile. C'est des événements heureusement très rares et on a difficile d'établir des statistiques montrant le lien entre le manque d'autonomie, le manque de démocratie au travail et les accidents mortels. Par contre, oui, sur les accidents du travail ordinaires et sur les maladies professionnelles, là, les enquêtes, les données et les analyses montrent effectivement que le manque d'autonomie, le manque de participation aux décisions est un facteur majeur d'accidents et de maladies professionnelles. Donc probablement aussi d'accidents mortels, même si c'est trop rare pour qu'on fasse des études statistiques sur ces phénomènes. Je prends encore quelques questions. Sur le management, est-ce que le type de management entre les pays nordiques et la France, la différence dans le management, explique les différences d'appréciation sur le bien-être au travail des différents salariés dans les pays concernés ? Moi, je n'ai pas étudié spécifiquement les différents styles de management entre pays, notamment entre la France et les pays nordiques.
En revanche, j'avais fait un travail sur le rapport au temps de travail des ingénieurs en France et en Finlande. Donc, ça rejoint la question du management, à vrai dire, mais bon, j'ai pris la question par le bout de l'investissement temporel. Et donc, en Finlande, les ingénieurs travaillent grosso modo les heures pour lesquelles ils sont payés. Et d'ailleurs, leur temps de travail est compté en heures, alors qu'en France, les cadres sont de plus en plus au forfait jour. Donc, on régule leurs heures, mais on les compte plus. Donc, le temps de travail des ingénieurs en Finlande est en moyenne bien inférieur à celui des ingénieurs en France. Et au niveau managérial, ça repose sur une idée qui a été, qui marche pas tellement bien en France, qui est l'idée de partager le travail. C'est-à-dire, si j'ai trop de travail, je peux partager mon travail avec les autres. Et le rôle du manager, c'est justement de s'assurer que la surcharge de travail n'est pas trop importante et de répartir les heures de travail. Je rappelle justement, parce qu'on a fait un petit renvoi aux lois Auroux, que les forfaits jours, c'est c'est ce qui s'est négocié pour les cadres dans le cadre du passage aux 35 heures. C'est-à-dire l'idée que pour les cadres, c'est pas possible de partager le travail. Donc on va au contraire du coup réduire le nombre de jours travaillés par an, mais arrêter de compter en heures. Donc ça a été un peu la réponse côté français. Donc on voit bien que les choses sont assez différentes de ce point de vue-là. Oui, je voulais revenir sur la question sur les accidents du travail et compléter la réponse en évoquant la question de la prévention, puisque ça rejoint totalement la question de la démocratie, mais de savoir, la prévention, c'est aussi l'endroit où on pourrait mettre en débat le travail pour réfléchir aux risques, voire les supprimer. Et aujourd'hui, l'élargissement en fait à la qualité de vie au travail, donc d'une manière plus générale, et du coup en ouvrant finalement, en insistant beaucoup plus, par exemple, sur les questions de diversité, d'inclusion, qui sont des questions importantes, mais qui sont prises par un angle qui n'est pas celui des conditions de travail, alors que ce serait possible de le faire, et aussi en développant des choses qui relèvent de la santé un petit peu extra-professionnelle, par exemple proposer à ces salariés des applications pour compter leurs pas ou pour les aider à améliorer leur diététique ou des choses comme ça. Finalement, on fait rentrer des choses dans la qualité de vie au travail, donc dans les logiques de prévention, qui éloignent la mise en débat du vrai travail, et c'est par là qu'en fait on pourrait mieux prévenir les risques et donc limiter les accidents du travail, maladies professionnelles, etc. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne avec votre intervention, Pierre-Noël Giraud. Merci. Je vais parler de la même chose, mais un peu sous un autre angle. Je veux prendre au sérieux le titre de la table ronde, à l'heure de l'Anthropocène, travailler plus, travailler moins, ou travailler mieux. Alors, les deux intervenants précédents ont beaucoup insisté sur la dimension travailler mieux. Je dis tout de suite que je suis d'accord avec eux, mais moi je vais plutôt m'intéresser au quantitatif, travailler plus, travailler moins, à l'heure de l'Anthropocène. Qu'est-ce qu'on a fait de notre temps depuis 1920, entre 1920 et aujourd'hui, 2022? Il y a deux périodes. Il y a une première période assez chaotique qui va de 1920 à après-guerre, et ensuite il y a les 30 glorieuses et ce qu'on peut appeler le second XXe siècle, c'est-à-dire 1980 à aujourd'hui. Depuis 1920, la productivité de l'heure travaillée, c'est-à-dire le PIB produit par heure travaillée, a été multiplié par 16. Qu'est-ce qu'on a fait de cette augmentation de la productivité? Eh bien, c'est très simple. Pour moitié, on a produit plus. Donc, on a produit 8 fois plus de biens et services. Le PIB par habitant a été multiplié par 8. Et on a travaillé 2 fois moins. C'est-à-dire le temps de travail par habitant a été divisé par 2 entre 1920 et 2022. Voilà. Bon. Cette réduction du temps de travail par habitant, presque l'essentiel a été acquise entre 1920 et le Front populaire. Ça a remonté sous Pétain, on n'a décidément pas les graphiques. Ça a remonté sous Pétain et ensuite ça a diminué le temps de travail jusque dans les années 80, et ça diminue moins vite dans les années 80. Donc il y a toujours une réduction du temps de travail travaillé par an dans le pays, mais elle s'est ralentie. Bon.
Pour fixer les idées, aujourd'hui, si on prend la durée moyenne d'un adulte urbain, c'est-à-dire quelqu'un qui habite dans les villes, et sa journée moyenne, c'est-à-dire ça comprend les journées où il travaille, mais aussi les dimanches, les jours fériés, les journées de formation où il ne travaille pas, les journées où il est à la retraite, tout ça. Comment elle se partage, à votre avis? La moitié, c'est ce qu'on appelle le temps de récupération de soi. Sommeil, repas, petite sieste, etc. Et ensuite, le reste, 12 heures, ça se partage, grosso modo, en 3 parties pratiquement égales. Temps de travail, y compris déplacement pour le travail, temps de travail domestique et temps de loisir. Un peu plus que 4 heures pour le travail, pour le temps de loisir, 5 heures, et un peu moins pour le temps de travail professionnel et le temps de travail domestique. Aujourd'hui, en 2022, si un individu, dans les situations moyennes d'espérance de vie à la naissance, durée moyenne de formation, donc durée moyenne de cotisation et de retraite, un tel individu aujourd'hui passerait 14% de sa vie éveillée, cette fois, 14% de sa vie éveillée, au travail marchand. En 1920, le même individu, dans les conditions de 1920, c'était 30% de sa vie éveillée au travail marchand. Sous Germinal, c'était 60%. Voilà où on en est. Et ce qu'on a fait de notre temps dans le siècle qui vient de s'écouler. Maintenant, que faut-il faire de notre temps aujourd'hui? Eh bien, je le dis d'entrée, travailler plus. Et tout de suite, je précise que travailler veut dire travail marchand, mais aussi éventuellement travail domestique, travail bénévole. Consacrer beaucoup plus de temps à quoi? Eh bien, aux soins de la nature. Pour s'alimenter correctement, il faut plus de temps et plus de paysans. Pour consommer de l'énergie décarbonée, il faut plus de temps. Pour réparer la nature, parce que la nature, ça n'existe pas. Il y a un milieu naturel qui est déjà très profondément transformé. Et donc, il y a une première dimension, c'est de l'abîmer moins. Et la deuxième dimension, c'est de le réparer. Pour réparer la nature, il nous faut beaucoup plus de temps. Bon. La santé, on a parlé du Covid. On a bien vu que la santé, la vie la plus longue possible, c'est au sommet des désirs fondamentaux, des besoins. Donc, il va probablement falloir consacrer plus de temps à la santé. Même si on peut l'utiliser beaucoup mieux en balançant mieux prévention et soins, hôpital et médecine de ville, mais on va vieillir. Le soin aux personnes âgées, ça va prendre plus de temps. Et la formation, évidemment, aussi. Même si dans ces deux cas, santé et formation, le développement de l'intelligence artificielle va nous faire gagner du temps, mais les besoins sont encore plus importants. Bon. Alors, où va-t-on gagner du temps? Dans quelles activités peut-on espérer gagner du temps? En fait, certainement pas dans la fabrication des biens et services matériels, les artefacts, les voitures, les vêtements, tout ça. D'abord ça, les biens durables et les biens semi-durables, ça ne représente aujourd'hui que 11% de la consommation des ménages. 11%. Bon. Le reste, c'est des biens non durables, l'alimentation, l'énergie, etc. Et puis des services, marchands et non marchands. Les biens et services, figurez-vous qu'il va falloir plus de temps. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut à l'heure de l'Anthropocène, c'est des biens-services qui n'émettent pas de déchets, pas seulement le CO2 et les gaz à effet de serre, les plastiques, qui n'émettent pas de déchets, donc qui soient durables, longue durée de vie, réparables, recyclables et conçus avec des techniques qui n'émettent pas trop de déchets. À mon avis, le prélèvement des métaux dans la nature, ce n'est pas un problème. Mais laissons ça de côté, s'il y a des questions, j'y reviendrai. Bon, donc on en produira beaucoup moins, parce qu'ils dureront beaucoup plus longtemps. Mais chaque objet, lui, demandera beaucoup plus de travail. Parce que si c'était moins cher des biens durables, démontables, recyclables et réparables, ça sera déjà fait.
Moins cher, ça veut dire moins de temps pour les faire. Donc, ce sera plus cher, il faudra plus de temps. Soit dit en passant, il faudra les subventionner au départ. La voiture électrique qui a toutes ces caractéristiques, d'entrée de gamme, simple, robuste, recyclable entièrement, réparable facilement, etc. Dans un premier temps, ça va demander plus de travail, ça va coûter plus cher. Ensuite, on en consommera moins, évidemment, et on gagnera du temps. Mais ce n'est pas là qu'immédiatement on va gagner du temps. Où peut-on gagner du temps? Dans les services marchands et dans l'administration, parce que les services non marchands, ça comprend la santé et l'éducation. Je viens de dire que là, au contraire, il faut plus de temps. Dans la défense, il faut plus de temps, malheureusement. Donc, ça reste l'administration centrale et territoriale, et puis tous les services non marchands, qui sont souvent des services de gestion, d'organisation, d'expertise diverses et variées. Heureusement qu'il y a l'intelligence artificielle générative pour réduire considérablement le temps consacré à ça. C'est là et là seulement que nous avons un gisement de temps pour pouvoir augmenter le temps consacré à toutes les activités que je viens de citer et qui sont absolument indispensables si on veut faire face à l'anthropocène. Bon. Le problème, c'est que, pardon s'il y en a dans la salle, les gens qui font qui sont dans le conseil, qui font des PowerPoint toute la journée pour expliquer à leurs clients ce qu'il faut faire en mobilisant toutes les informations au sein de leur réseau. Ces gens-là sont facilement remplaçables par de l'IA générative. Bon. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils deviennent paysans. Voilà. Donc, vous voyez qu'il faut qu'on organise un très vaste déversement à la survie d'un certain nombre de secteurs, particulièrement des secteurs marchands, qui produisent des biens et services de façon extrêmement polluante, vers un autre secteur qui, fondamentalement, comme on l'appelle maintenant, est le secteur du soin. Et on ne passe pas comme ça d'un secteur à l'autre, parce que dans le secteur du soin, la relation est fondamentale. Dans le secteur marchand, la relation est minimale. C'est l'acte d'achat et de vente avec certaines garanties de confiance sur la qualité de ce qu'on vend. C'est tout. Dans un hôpital, la relation est fondamentale. Bon. Donc un grand basculement du secteur, disons, marchand traditionnel vers mais pas la fabrication des biens et services, hein, tous ces emplois de services marchands et en partie non marchands vers autre chose, et forcément un déplacement des frontières aussi entre secteur public qui est laissé à ce que Keynes appelait les avides, c'est-à-dire le secteur capitaliste commandé essentiellement par le profit, et puis un secteur public où, à mon avis, il ne faut pas que ce soit que l'État. Il faut que les ONG, avec la révolution informatique, la société civile peut faire beaucoup plus dans le secteur dit public que ce qu'elle faisait auparavant, à côté et piloté par l'administration publique centralisée. Voilà, donc c'est un double déplacement de frontières qu'il faut faire entre biens publics et collectifs d'un côté, biens marchands de l'autre, les biens marchands devant être moins polluants, et entre secteur public, secteur privé, et au sein du secteur public, entre la sphère proprement étatique et la société civile et ses organisations. Voilà. Donc il va falloir travailler plus, au sens où je l'ai dit, pas forcément dans le travail marchand, dans le travail marchand, dans les activités bénévoles organisées justement par la société civile. Et donc la variable d'ajustement, c'est le temps libre. D'autant qu'il serait très important qu'une partie de ce temps libre soit utilisée justement à soigner la nature, par exemple, ou aux soins des autres, dans un cadre bénévolat organisé par des ONG, éventuellement un peu subventionné ou incité par l'État. D'où, et ça renvoie aux deux intervenants précédents, puisqu'il va falloir travailler plus, il vaudrait vraiment beaucoup mieux que le travail soit plus intéressant. Donc la conséquence de ça, c'est qu'il y a une absolue priorité à améliorer le sens, mais de manière plus générale, l'attrait, l'intérêt, la valeur intrinsèque pour les gens du travail marchand et même bénévole, et même de l'usage des temps libres dans le loisir. Autrement dit, un front très important de la bataille autour des temps, c'est
faire un usage plus intéressant de notre temps de cerveau disponible, comme dit Patino et bien d'autres. Voilà. Mais bien, merci. Merci. J'ai une question qui a été posée aussi par quelqu'un de la salle sur la dimension genrée de la répartition des différents temps de travail. Elle est encore très significative. Alors dans le domaine de temps de récupération, c'est pareil. Il nous faut 12 heures et 11 minutes par jour, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Par contre, les femmes participent moins au travail professionnel, plus au travail domestique. Et globalement, elles ont un peu moins de loisirs. Oui, mais du coup, comment est-ce que vous intégrez cette dimension dans votre réflexion sur la réarticulation des temps de travail? Disons que là, j'ai brossé à grands traits le déversement d'un certain type d'activité, donc d'usage du temps vers un autre. Et la façon d'organiser ça socialement, plutôt dans le secteur privé, commandé par la compétition, la course au profit, ou plutôt dans un secteur public lui-même, en faisant la distinction entre l'État et puis la société civile organisée, incitée par l'État. Non, évidemment, il y a d'autres problèmes, en particulier le rééquilibrage. Mais moi, ce qui compte, à mon avis, c'est la liberté de choix, surtout. Parce qu'après tout, il y a des hommes qui ont peut-être envie de faire moins de travail marchand, plus de travail domestique. Mais pourquoi pas qu'ils le fassent? Il y a des gens, aujourd'hui, il y a un mouvement bien représenté par Juliette Schor, par exemple, qui consiste à dire faites-le vous-même et localement, c'est-à-dire allez chercher vous-même vos enfants à l'école, ne vous faites pas livrer par le chinois du coin des repas, mais allez faire vos courses au marché, faites vos repas vous-même, faites du jardinage urbain, etc., etc. Il faut bien voir qu'un point de vue d'ensemble, ça ne fait que substituer du temps domestique, non marchand, à du temps marchand. C'est le livreur Uber, quoi. Moi, mon point de vue là-dessus, comme pour le rééquilibrage des usages du temps entre genres dans le domaine du travail domestique, par exemple, je pense que ce qu'il faut, c'est que les gens aient la liberté maximum de faire ce qu'ils souhaitent. Voilà, moi, je serais assez oui, mais ça produit des effets différenciés. Si c'est pas à la mode, je relais une autre question sur, du coup, qu'est-ce que vous pensez d'une semaine de 4 jours de travail marchand avec une journée libre pour du volontariat associatif, bénévole ou du travail non marchand? Voilà. Tout ce que je vous dis là, je fais un peu de publicité, c'est dans un livre qui va paraître en mars, qui s'appelle le sous-titre « Économie politique des usages du temps ». Au départ, je suis parti d'un célèbre texte de Keynes de 1930 qui dit en 2030, c'est maintenant, quoi, on pourra travailler 3 heures par jour, c'est 2 jours par semaine, quoi. Et je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Si c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'en soit pas là? Alors qu'on a bien vu qu'il y a quand même une tendance, un désir à la réduction, à l'augmentation du temps libre séculaire, qui va devoir s'arrêter, mais il était là. Donc je suis parti de cette question, et ma conclusion, c'est que non. Donc non, il n'en est pas question. Alors, la semaine de 4 jours, c'est autre chose. Au point où on en est, 35 heures, je ne dis pas qu'il faudra augmenter, mais au point où on en est 35 heures, c'est une question d'organisation des 35 heures dans la semaine. Moi, la semaine de 4 jours, je suis très pour. Je suis très pour que les gens aient 4 jours de travail marchand, dont une bonne partie en télétravail, et puis par ailleurs 3 jours pour faire ce qu'ils veulent. Pur loisir, mais du bénévolat, s'occuper de la nature, voilà, être dans la relation sociale. Ça, c'est technique, ça, les 4 heures. Au-delà, à mon avis, c'est une ambition qu'il faut reporter à dans 30 ans. Une question se posera quand on aura sérieusement engagé les transitions. À ce moment-là, oui, on pourra se demander si on peut s'acheminer doucement vers les 3 jours, puis 2 jours par semaine, sachant que tout le reste du temps, il faudra que les gens soient socialement utiles. Ils ne vont pas passer tout leur temps à faire du surf à Malibu. C'est ça, d'ailleurs, l'enjeu de la discussion sur le revenu universel. L'enjeu de la discussion sur le revenu universel, moi, comme je suis pour la liberté des gens de choisir les usages de leur temps, je suis pour. Mais je me demande immédiatement comment faire les gens de leur temps. Si c'est pour surfer à Malibu, je dis, j'ai rien contre, mais je dis non, il y a autre chose à faire de plus urgent, là. Il faut s'occuper de la voiture. Le surf à Malibu, continuer, mais pas trop. Mais si, avec le revenu universel, les gens se mettent à faire des groupes qui vont replanter les haies,
qui va s'occuper du soin des autres. Très bien, parfait. Là, je pense qu'on peut aller, c'est ce que j'appelle le déplacement de la frontière entre public et associatif. Vous voyez, marchand, non marchand, à l'intérieur des usages du temps. Voilà. Mais on peut pas passer 2 jours par semaine à subvenir aux besoins de la vie matérielle et le reste du temps à surfer à Malibu ou à jouer aux échecs. Non, ça, non. L'urgence actuelle n'est pas celle-là. Oui, mais il y a déjà beaucoup de personnes qui sont sur leur temps libre, enfin le 3e temps de travail, qui est très réduit. Et il y a énormément déjà de temps de travail non marchand. Non, non, mais c'était pas... Oui, domestique, oui. Il y en a autant. Le temps de travail domestique est aussi important que le temps professionnel rémunéré. Voilà. Mettons-nous ça en tête. Et le temps de travail professionnel rémunéré, c'est 14% de la vie éveillée d'un individu qui naîtrait aujourd'hui dans les conditions d'aujourd'hui. Il n'y a pas que ça dans la vie, si je peux dire. Éveillé. Si je compte la vie, les 24 heures, c'est plus que 7%. Et est-ce que travailler plus veut dire travailler de façon moins intensive et donc accepter une baisse de la productivité et donc des revenus? Oui, mais absolument. Moi, je suis pour une certaine forme de... Je suis pour que le plus de gens possible aient le moyen de vivre sobrement avec beaucoup de temps libre. Donc, par exemple, moi je suis pour un revenu universel, mais c'est presque comme Macron, conditionnel à une participation à des travaux dans des ONG d'utilité publique, pour un mi-temps. Pour un mi-temps. Bon. Eux, ils seraient à 2 jours par semaine. Je suis pour offrir la possibilité à certains de l'être aujourd'hui, à condition qu'ils acceptent une vie très sobre. Ils vont être à la campagne, ils ne vont pas être dans le 6e arrondissement. Mais pour ça, il y a une question très importante, c'est que dans le livre que j'évoque, là, j'ai regardé quelle était l'évolution du prix de la voiture d'entrée de gamme Renault. Alors, pendant les 30 Glorieuses, ça baisse. La 4 chevaux, puis la 4L, puis la R5, et puis depuis les années 2000, ça remonte. Et la Twingo électrique, ça remonte encore. Si on veut que les gens puissent vivre sobrement, il faut absolument que le prix des biens de base d'entrée de gamme baisse. Il faut orienter tout le progrès technique dans cette direction, avoir des biens simples, robustes, réparables, recyclables, etc., et bon marché. Ce ne sera pas le cas tout de suite, parce que ce n'est pas l'intérêt du secteur marchand, si vous voulez, pas l'intérêt. Bon. Mais non, mais c'est bien... Bon, je vais faire... Non, mais du coup, peut-être on va faire réagir les 2 autres intervenants. Avec tout ce qui a été dit, là, sur le caractère de plus en plus pénible et de moins en moins de sens du travail, il est bien normal que les gens veuillent travailler moins. Toute mon intervention, ça a été de dire, hélas, on ne peut pas se le permettre. Donc, travaillons mieux pour que les gens acceptent de travailler plus. Voilà mon message. Je donne quand même le résultat du sondage. Donc, la question était, souhaitez-vous que le temps moyen de travail continue à diminuer et le temps libre à augmenter? Bon, on ne sait pas exactement ce que les gens ont mis derrière la définition du mot de travail, puisqu'on voit bien que, par exemple, on suppose qu'ils n'ont pas mis le travail non marchand. Donc, oui, souhaitez-vous que le temps moyen de travail continue à diminuer et le temps libre à augmenter? Oui à 76%, non à 16%. Et 8%, je m'abstiens. Mais alors, sur cette idée d'augmenter le temps de travail, Thomas Coutreau et Maëlys Zigbigy, j'aimerais vous entendre. De l'augmenter ou de le diminuer? Dans l'un ou l'autre, quoi. Enfin, est-ce qu'il faut augmenter Est-ce que ça vous paraît utopique aujourd'hui, par exemple, de réduire le temps de travail? Je vais peut-être laisser Thomas développer plus, mais pour revenir sur le travail dont je parlais tout à l'heure, le temps de travail des ingénieurs en France et en Finlande, la conclusion quand même de ce travail-là, c'était pour moi en tout cas de dire que revenir à des horaires de travail à peu près raisonnables, donc je ne sais pas si vous savez, mais la semaine, on parle de très longues semaines de travail à partir de 48 heures par semaine, et c'est souvent le cas en fait pour les cadres en France, donc de faire 48 voire plus, donc c'est des temps de travail hebdomadaires qui sont considérés comme dangereux pour la santé.
Donc en revenir en fait au temps de travail qui est défini légalement, en fait, faire le nombre d'heures pour lesquelles on est à peu près payé, ce serait déjà pas mal en fait pour certaines catégories d'emplois. De la même façon, il y a pas mal de travaux qui montrent, donc il y a la question du temps de travail rémunéré, mais il y a aussi la question des amplitudes horaires. Donc par exemple, si on prend vraiment à l'autre bout du spectre, donc dans les emplois peu qualifiés, par exemple dans le secteur du nettoyage, où on a des bouts de journée qui commencent très tôt et qui finissent très tard. Donc ouais, c'est des personnes dont le temps, la journée est soumise au temps de travail sans être rémunérée tout du long de la journée, mais qui vont commencer à 6h à Roissy et puis terminer à 22h à l'autre bout de l'Île-de-France, et du coup, qui ont peu de temps. Donc il y a ces deux questions-là, c'est-à-dire à la fois réfléchir aux conditions, au temps de travail comme vraiment, aux conditions, comment faire vraiment une condition de travail, les horaires de travail, les inclure vraiment dans la réflexion sur les conditions de travail, et puis d'autre part revenir pour les professions où on a des temps de travail vraiment très élevés, revenir à des horaires un peu plus conformes à ce qui est défini par la loi. Et Thomas Coutreau, donc il y a la réduction du temps de travail subordonné, mais par rapport au travail non marchand. Alors, je trouve que l'hypothèse de Pierre Noël est plausible, mais je n'ai pas le même degré de certitude. Je pense que moi, je ne suis pas favorable aujourd'hui. J'ai longtemps été favorable à l'idée de la réduction du temps de travail. Je ne le suis plus pour les raisons que tu as développées. C'est-à-dire, en fait, je n'en sais rien. C'est-à-dire, je pense qu'on a besoin, justement, d'une planification écologique. On a besoin de calculer de quoi on a besoin en termes de... Parce qu'il y a aussi beaucoup de tâches qui sont aujourd'hui inutiles. Tu en as cité quelques-unes, mais par exemple, si on a un revenu de base inconditionnel, on peut supprimer des tas de métiers de contrôle aujourd'hui dans les CAF, dans les services sociaux. Si on a des transports publics gratuits, on peut aussi supprimer des tas de métiers de contrôleurs, etc. Bon, donc voilà, il y a des métiers qui sont liés à l'organisation actuelle de la société qui ne sont pas forcément très utiles. Donc on pourrait gagner des heures de travail en les supprimant. Mais à l'inverse, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y aura des baisses de productivité dans toute une série de secteurs, en tout cas de productivité horaire du travail, du fait, voilà, les prix vont pas pouvoir augmenter autant que la qualité et la durabilité des produits. Donc on va avoir des baisses de productivité, on va avoir nécessairement une désintensification du travail, d'autant plus si on a une plus grande régulation démocratique de l'organisation du travail. Donc désintensification du travail, ça signifie quand même quelque part peut-être des baisses de productivité. Donc oui, la question, qu'est-ce que va devenir le volume d'horaire souhaité, le volume souhaitable d'heures de travail dans un nouveau régime économique? Honnêtement, je n'en sais rien. Je pense que... j'attends de lire ton bouquin pour voir comment tu argumentes sur le fait que c'est nécessairement en hausse. Hélas, je n'en sais rien non plus. Et je ne fais que poser la question et indiquer quelques tendances. Mais je suggère... Le gouvernement par les nombres, a été très très bien décrit par Thomas. Mais voilà, c'est un certain usage des nombres, et c'est certains nombres. Moi, je pense que quand je dis nous, la société civile qui a besoin d'agir et de se défendre et d'exprimer ses priorités, nous avons besoin de deux nouvelles comptabilités. Une comptabilité flux matière-énergie. Ça existe déjà, mais ça peut encore être largement développé. Mais nous avons besoin d'une comptabilité de nos usages du temps. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Parce que moi, j'ai quand même pas mal ramé pour rassembler les grands chiffres que je vous ai donnés, mais je vois bien qu'on n'a pas. Vous savez que la dernière enquête emploi du temps de l'INSEE qui permet de dire les femmes passent en moyenne 3h53 aux tâches domestiques tous les jours, elle date de 2010. Voilà. Donc ce n'est pas une priorité, mais je pense que ça devrait être une priorité. Au niveau global, au niveau des entreprises, on saurait à quoi passent son temps les cadres intermédiaires, les mecs qui nous contrôlent. Est-ce que c'est... Voilà, comment ils passent leur temps?
Mais je vous dis, l'INSEE s'occupe de la macro dans cette affaire. Les enquêtes emploi du temps de l'INSEE, la dernière est de 2010. Ça vous permet une intéressante comparaison de l'évolution des emplois du temps, mais vraiment détaillée, hein. Le temps à passer avec ses amis, le temps à faire la cuisine. Entre 1914 et 2010, c'est très intéressant, mais je veux dire, on devrait avoir cette enquête tous les ans ou tous les 2 ans. Mais qu'est-ce qu'on en fera? On permettra, au niveau d'ensemble, ça permet quand même Alors ensuite, il faut un jugement de valeur sur ces temps. Mais ça permet, je pense que ça permet... Enfin, je sais pas, là, nous avons 2 spécialistes qui analysent les conditions de travail et comment elles sont ressenties. Il me semble que ce serait une aide de savoir exactement que font les gens de leur temps pendant leur travail, par exemple. Combien ils passent de temps à parler avec leurs collègues, à se concerter avec leur manager. Et puis le manager, il passe son temps à quoi, etc. C'est les bullshit jobs de Graeber, de David Graeber, quoi. Ça permettrait de les repérer. Voilà. Puis au niveau individuel, moi je crois beaucoup à la prise de conscience collective, si on veut changer. Je pense que c'est très important que chacun de nous se demande, mais voyons, qu'est-ce que je fais de mon temps? Et est-ce que je ne pourrais pas l'utiliser mieux? Parce qu'après tout, c'est notre seule ressource rare. On n'en a pas d'autre. C'est la ressource rare ultime. Donc il faut se demander ce qu'on en fait quand même. Ouais, alors je soumets une dernière question à nos intervenants. Est-ce que tout le temps dont on dispose doit être productif? Bien sûr que non. Enfin, je pense que Pierre Nouvel peut répondre à la question. Il a évoqué déjà les temps de récupération, qui sont des temps productifs parce qu'ils permettent de reproduire la force de travail. Mais les temps de loisirs, les temps de jouer aux échecs ou surfer à Malibu doivent quand même être préservés. Il faut pouvoir, bien sûr. Alors, mais encore une fois, je pense qu'on a besoin. Moi, je n'ai pas la réponse, mais on a besoin d'organiser un débat démocratique à l'échelle de la société. Et c'est ce débat démocratique qui nous dira combien de temps on doit travailler, en fait, en fonction des objectifs qu'on se fixe collectivement de restauration de la nature, de soins pour les enfants, les personnes malades, les personnes âgées. Voilà. On a besoin de ce débat-là et de l'organiser à une échelle sociale, nationale, internationale. Bon. Et donc, moi, je ne préjuge pas du résultat de ce débat, en fait. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien prendre conscience qu'on ne peut plus laisser un modèle de développement guidé par la logique du profit. On ne va pas transformer la logique du profit en économie verte, ça ne marchera pas. On sait bien qu'on a toujours un effet rebond qui fait que même si on fait des économies d'énergie, même si on a une plus grande efficacité énergétique, on a toujours plus de consommation et donc voilà, on n'arrive pas à faire diminuer nos émissions et nos consommations de biens matériels. Donc il faut qu'on transforme complètement notre mode de développement et ça demande de la délibération. Et ce sur quoi moi j'insiste, c'est que pour que cette délibération commence dans la sphère du travail. Parce que c'est probablement aujourd'hui la sphère où la question de la démocratie est la plus maltraitée et la plus écrasée. Et donc il y a une priorité à poser la question à ce niveau-là. Maëlle Hésig, sur le temps productif, est-ce que tout le temps doit être du temps productif? Évidemment non. Enfin, toutes les enquêtes nous montrent que c'est pas ce à quoi les populations aspirent. Après, ça me fait penser en fait à une distinction que faisait André Gors, ça commence à remonter un petit peu à loin, mais qui distinguait les activités libérées du travail. Donc, lui, il définissait le travail comme des activités qui peuvent être soumises à la rationalité économique, donc dont qu'il est légitime de soumettre à la rationalité économique, et les activités libérées qui peuvent être exactement les mêmes, produire exactement les mêmes choses, mais sans être soumises à la rationalité économique. Et donc, je me rappelle, c'est peut-être pas très précis, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas relu son livre, mais dans les Métamorphoses du travail, donc il décrit, par exemple, la fabrication du pain en tant qu'activité libérée, et qui, du coup, serait pas du tout la même chose que fabriquer du pain dans des conditions industrialisées,
Donc c'est productif, ça ne veut pas dire que ça sert à rien, quoi. Enfin, la question finalement, c'est quelle emprise on donne au mode de régulation économique en fait sur l'activité de transformation de la nature, de nos relations, etc. Merci. Je vous propose peut-être qu'on clôture le débat sur André Gorz et puis qu'on en reste là. Voilà. Merci beaucoup. Merci.